Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène pour un mercredi de l'Anthropocène consacré à la mode entre fast fashion et mode éthique, comment s'habiller en 2024. Et pour animer cette heure d'émission à mes côtés, Lou Herman, salut Lou. Salut. Et donc une heure pour en parler et réfléchir avec nos trois invités. Pour commencer, à ma droite, Nicolas Asbot-Martyr, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de la coopérative des Curieux à Lyon. Ah oui, un lieu qui est dédié à la mode éthique et à la consommation responsable depuis 2015. À vos côtés, Glynis Makoundou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes avocate, passionnée et spécialiste de mode. Vous avez créé en 2022 un cabinet d'avocats exclusivement dédié aux acteurs de la mode responsable. Et pour finir, Roxane Andrès, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes designer et chercheuse à la fois du côté de la pratique et donc de la recherche, mais aussi de l'enseignement, et vous vous intéressez aux enjeux du soin dans le design et notamment dans la création textile. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet tout de suite, je vous propose un petit outfit check de mon collègue Florian. Donc, aujourd'hui, Florian, tu portes un t-shirt Décathlon noir en coton qui est fabriqué en Chine, que tu as acheté il y a environ 1 an. Un pantalon mango vert en coton également, made in Bangladesh, acheté en solde, je crois, il y a à peu près 4 ans. Une chemise en velours noir en coton et à tes pieds, des chaussettes Uniqlo vertes et des Converse qui ont 10 ans, mais que tu avais aussi acheté en solde. Bien qui va. Et donc, comme il pleuvait ce matin, tu avais sur le dos un imperméable de la marque Reins en 100% polyester avec un revêtement en polyuréthane fabriqué en Chine. Et même, pour tout vous dire, quitte à le faire, on va le faire jusqu'au bout, un caleçon en coton La Redoute. Donc, l'idée, ce n'est pas d'accabler Florian, en plus de le déshabiller, mais c'est fait quand même. Mais de se demander pourquoi ce qui se trouve dans nos placards ne parle pas seulement de nous, mais bien du monde et de ce que l'on fait au monde. Matière, provenance, mode de production, qualité, achat. Je crois qu'on a là certains ingrédients de ce qu'on appelle la fast fashion. Et ce terme de fast fashion est largement utilisé aujourd'hui. Mais je pense que pour commencer, on pourrait revenir sur ce que recouvre cette expression et pourquoi c'est un problème. Qui souhaite répondre ? Moi, je vais peut-être commencer très rapidement. La fast fashion, c'est cette habitude de cycle de production dans lequel on est rentré, de produire toujours plus, de donner des envies aux consommateurs. Et ça passe par cette société qui a évolué petit à petit, où mieux je consomme, plus je le montre et mieux je me porte. Et c'est malheureusement le reflet de notre société à certains moments. C'est que c'est cette impression d'exister par la consommation. Donc là, vous êtes en bout de chaîne en fait sur les modes de consommation et donc la surconsommation. Et au niveau de la production, quelles sont les réalités sociales et environnementales qui se retrouvent derrière cette industrie qui est ultra productive ? Peut-être vous, Glynis ? Alors au niveau juridique, il y a en ce moment une proposition de loi pour lutter justement contre la fast fashion qui est en cours de discussion et qui propose une définition d'une pratique que peuvent justement pratiquer, commettre un certain nombre d'entreprises, celle de renouvellement des collections à un rythme très rapide. Et donc là, on arrive sur cette idée de production qui en fait elle-même est à un rythme effréné et sur une année, on va produire un nombre de pièces qui est absolument, énorme. Et ce nombre, en fait, n'est pas encore fixé, donc on n'a pas aujourd'hui le chiffre à partir duquel on passe le seuil de fast fashion, mais c'est en cours de discussion pour avoir une définition légale qui permettra de légiférer derrière sur les conséquences de cette pratique. Et au niveau des piliers de son fonctionnement, cette production, elle repose sur quoi ? Quels sont ses avantages productifs par rapport à une autre filière qui ne serait pas celle de la fast fashion ? Elle repose sur du coût de production. On va fabriquer très loin de chez nous, où les conditions sociales, salariales et environnementales sont moins importantes et on est moins regardant. Et c'est vrai qu'on va retrouver ces productions au Bangladesh, en Chine, du moins de manière générale en Asie. Et on arrive sur des gros acteurs qui en fait produisent énormément et en fait
sans faire attention à cet aspect environnemental. Et il faut savoir aujourd'hui que la mode, c'est l'industrie en tout cas du textile, c'est l'une des 3e industries les plus polluantes en fait. C'est vraiment quelque chose qui est important et notamment comme on peut toujours aussi voir sur le coton. Le coton, c'est 20% des pesticides qui sont utilisés dans l'agriculture mondiale. Donc c'est quand même impressionnant parce que le coton, on le mange pas, on le porte sur nous et on se dit c'est quand même important. Et c'est vrai que je pense qu'on est arrivé dans ce cycle d'ultra fast fashion même où on a des opérateurs que je ne citerai pas qui en fait ont un rythme de renouvellement de collection qui est juste inimaginable et démentiel et qui inonde grâce aux réseaux sociaux en fait la jeune génération et qui parfois certains ne comprennent pas ce qui se passe en fait et ne comprennent pas l'intérêt de mieux consommer. Justement, vous avez évoqué l'ultra fast fashion. C'est quoi la différence? Comment est-ce qu'on passe de la fast fashion qui avait déjà l'air... Il y a un côté démentiel à ça, à l'ultra fast fashion. Alors là, on passe sur des proportions qui sont complètement gigantesques. Qu'est-ce qui les différencie et comment peut-être, justement, vous parliez des réseaux sociaux, comment ces réseaux sociaux, l'ère du numérique a permis son expansion? C'est ça en fait. Alors je ne veux pas accaparer la parole, hein, mais je pense que Glynis, elle pourra le dire aussi pour moi. C'est qu'en fait, c'est les canaux de distribution. Oui, et le rythme aussi de renouvellement. Enfin, si on est sur de la mode classique, avant on avait 2 saisons, on avait printemps-été, automne-hiver. Ensuite, la fast fashion, c'est plus une collection tous les mois. Et l'ultra fast fashion, en fait, c'est le rythme des tendances qui sont repérées sur les réseaux sociaux. On peut produire un vêtement en quelques jours, quelques semaines, et du coup, on a ce renouvellement. Et si ça fonctionne, c'est aussi grâce à une publicité qui va en fait sans cesse pousser les gens à consommer et à une qualité moindre qui fait qu'une fois qu'on a porté le vêtement une fois ou deux, c'est même pas qu'on n'en a plus envie parce qu'il est plus tendance, c'est aussi parce qu'il est plus portable tout simplement, et qu'il faut en racheter derrière. Donc le système, en fait, c'est un cercle vicieux. Oui, Roxane, je voudrais juste ajouter, mais vous avez déjà dit pas mal de choses pour définir ce qu'était la fast fashion et l'ultra fast fashion, mais c'est un processus, c'est-à-dire que c'est une accélération continue et c'est vrai qu'il y a des conséquences environnementales, sociales, mais ce que l'on dit un peu moins, mais c'est ce que tu viens de dire, c'est l'emprise psychologique qu'il y a aussi sur les gens, c'est-à-dire vraiment ce phénomène d'obsolescence psychologique qui est forte en fait. Donc on est aussi dans un système entre nous, les consommateurs, qui peut être sur ces dérives-là également. Et je crois que un des leviers importants en fait pour changer d'échelle et de passer de la fast fashion à l'ultra fast fashion, c'est le rôle aussi de l'intelligence artificielle dans cette capacité à produire ces nouveaux modèles et à les proposer ces nouvelles collections. Et d'un autre côté, la digitalisation, elle ouvre aussi des possibilités fascinantes pour l'industrie de la mode. Donc, en préparant l'émission, on a vu donc il y a des initiatives autour de la gestion des déchets textiles aussi, des cabines d'essayage virtuelles, peut-être aussi de raccords entre la production et les tendances. Comment est-ce que vous appréhendez cette utilisation, ce nouveau levier dans ce secteur de la mode ? Alors le digital ouvre des possibilités pour réduire en fait les quantités de production. Les pistes qui sont creusées en ce moment par de nombreux porteurs de projets, c'est pour avoir une quantité qui soit adaptée à la demande. Donc par exemple, essayer de déterminer quelles seront les quantités d'achat sur une référence en particulier, ou alors de fabriquer simplement le produit quand il a été commandé. Et donc si cette utilisation des outils digitaux est faite dans ce sens, effectivement, ça permet de limiter la consommation. Et le corollaire, c'est celui de l'étude des tendances pour justement produire toujours plus. Donc c'est vraiment une question d'intention derrière l'usage de l'outil. Et côté design, peut-être Roxane, est-ce que cette question en fait de l'intelligence artificielle, elle vient aussi bousculer les pratiques de création? Est-ce que elle les bouscule dans un mauvais sens, ou alors est-ce qu'elle ouvre aussi de nouvelles perspectives créatrices? Oui, alors tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle est à double tranchant. Donc on a les deux tendances qui cohabitent. Et puis elles sont encore en train d'être testées, mais il y a forcément l'outil. Ça reste un outil, donc on peut l'utiliser bien comme pas forcément très bien. Et d'un côté, il va y avoir peut-être
une prise de conscience, je le vois chez les étudiants notamment, une prise de conscience que oui, c'est fascinant, il y a quelque chose de fascinant dans la création, dans les possibles que cela permet, dans la préparation aussi, comme vous le disiez aussi, dans cette idée qu'on peut prévoir certaines choses, enfin, voilà, quelque chose de perspectiviste, mais il leur manque quand même quelque chose de l'ordre de la maîtrise, en fait, qui revient souvent dans les discours et dans les retours. On perd la maîtrise de la création même, donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience déjà chez les jeunes générations, et ça c'est important, on n'en parle pas forcément assez, mais les jeunes générations sont quand même acteurs et ne sont pas forcément en train de subir tout ça, même s'ils ont vécu avec. Dans les écoles, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience très forte. C'est pas nouveau et les étudiants sont assez engagés en fait dans ces questions-là, au niveau du design en tout cas. Et justement, on va parler maintenant un peu d'engagement avec vous. Pour commencer, Nicolas Asbot-Martyr. Alors, vous avez fondé avec d'autres en 2015 Les Curieux, qui est une boutique, mais aussi un café, un salon de coiffure, un lieu de rencontre qui est dédié à la mode éthique et à la consommation responsable. Alors, on va parler de tout ça, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est, la mode éthique ? Alors, la mode éthique, c'est plein de paramètres différents. C'est pouvoir en fait aborder à la fois. Alors, ça vient aussi. Je vais rebondir sur notre nom, Les Curieux. C'est aussi parce qu'il y a cette dimension-là de curiosité, de savoir où sont produits les vêtements et comment ils sont produits. Notre projet, il est né en fait du rapprochement de plusieurs structures et nos structures initialement travaillaient vraiment dans le commerce équitable et la mode éthique. Donc, où on avait vraiment cette dimension de soutien à l'économie de pays émergents et qu'on avait une meilleure rémunération. Et c'est ça, la première définition, c'est ça. C'est de dire, on va mieux rémunérer le producteur et en effet, on va donner aux vêtements sa vraie valeur. Parce qu'il faut savoir qu'un t-shirt à 3 €, c'est pas possible. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas payé dans la chaîne. Ah bah il y en a un qui se fait avoir. Ouais. Là, c'est évident. Donc du coup, c'est vraiment cette dimension-là. Et notre projet, il est dans ce sens-là de montrer à la clientèle que chaque chose a un prix et d'où les ateliers des fois de couture qui permettent de montrer aux gens comment se fait un vêtement. Et c'est important parce que des fois, on ne comprend pas comment est fait un vêtement et on ne comprend pas toutes les étapes. Je reviens sur la définition de mode éthique, c'est vraiment cette dimension, à la fois sur le coût, sur l'aspect aussi environnemental, donc c'est le coût humain, sociétal, environnemental, et du coup on va avoir une mode qui sera plus responsable. Mais c'est également une mode qui est fabriquée de manière plus locale. Ça peut être aujourd'hui, c'est rentré dans cette définition-là, la mode éthique, c'est également de rapprocher en fait, donc on a un aspect environnemental qui est plus important, on a aussi un aspect réindustrialisation de l'Europe et de la France, parce que pendant très longtemps, on a fait partir en fait l'outil de production en Asie, et encore aujourd'hui, il y a des productions. Quand je vous dis que 90% du lin est européen, mais que c'est, on va dire, l'inverse au niveau de la production de vêtements en lin, et que c'est 90% des vêtements qui sont produits en Asie. Vous allez me dire, mais comment ça se fait ? C'est tout simplement parce qu'à un moment, les industriels ont fait partir l'outil de production et l'outil de production et le savoir-faire est parti et qu'il est compliqué de le faire revenir et à un coût raisonnable. Et du coup, au niveau de votre projet de boutique, d'entreprise, comment vous vous assurez en fait de la traçabilité et de l'origine de vos produits? Comment on arrive à construire cette offre, cette proposition dans un système qui est quand même globalement assez opaque? Je pense notamment à la mention Made in France, Made in Europe. Peut-être que vous pourrez nous répondre. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à garder cette ligne et du coup à la vendre et à la proposer après ?
Alors sur la production française, nous on s'appuie sur des petits créateurs, donc souvent qui ont des petits ateliers, donc c'est assez facile de les voir produire, mais on a aussi des producteurs, du moins des marques qui sont un peu plus importantes et qui produisent en France, mais du coup on a un audit avec leurs différents lieux de production. Vous avez également les certifications lorsque la production est soit bio, soit en fait respecte des critères environnementaux ou sociaux. Donc c'est toute cette partie de vérification de travail qu'on va faire sur la vérification de est-ce que tel label a été obtenu, est-ce qu'on peut avoir en fait les certificats de production pour des produits qui sont bio ou des produits qui sont upcyclés ou qui sont en fait des produits qui sont revalorisés. Donc voilà, c'est tout ce travail qui est effectué. Glynis Makoundou, vous qui êtes avocate spécialisée de la mode, vous vouliez peut-être réagir à cette question ? Oui, en fait, déjà pour le concept de mon cabinet qui est dédié à la mode responsable, en fait, moi, je travaille avec des entrepreneurs où j'insiste sur ce côté responsabilité envers, en fait, leurs clients, envers leur écosystème et envers aussi l'écosystème de la mode et la création. Donc, ils ont la responsabilité de produire des matériaux, des vêtements qui vont pas abîmer la santé de leurs clients, qui vont aussi prendre soin de l'environnement et dans des conditions qui respectent en fait la rentabilité de chaque acteur sur la chaîne. Et si on veut vérifier tous ces points, effectivement, il y a les labels, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que derrière, on va informer un consommateur qui, lui, n'est pas spécialiste de tout ça et qui va se fier à ce que lui dit la marque qui lui fait confiance et il doit pouvoir avoir accès à des informations qui ne soient pas trompeuses. Et d'ailleurs, c'est un délit, la pratique commerciale trompeuse qui est sanctionnée par le Code de la consommation. Et j'en arrive à cette question du Made in France. En fait, quand on écrit Made in France, c'est une réglementation douanière où quand la dernière transformation substantielle d'un produit a été réalisée sur le territoire français, on peut indiquer Made in France. Donc, derrière, il va falloir aller plus loin. Si on veut dire que tout a été fait en France, que les matériaux viennent de France, que toute la confection a été réalisée, il faut que ce soit plus détaillé. Et aujourd'hui, c'est seulement les marques qui réalisent un chiffre d'affaires qui dépasse 20 millions d'euros et qui mettent sur le marché un certain nombre de produits qui doivent obligatoirement indiquer dans quel pays ont eu lieu les étapes de tissage, de teinture et de confection, donc c'est la loi AGEC, mais c'est pas le cas pour toutes les marques qui sont en dessous de ces seuils et qui donc n'ont pas cette obligation aujourd'hui et qui peuvent encore dire Made in France alors qu'il s'agit juste d'une seule opération faite sur le territoire. Mais c'est vrai que je me permets juste de rebondir là-dessus, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle d'entreprises quand même. Il y a aussi des créateurs indépendants, des petits créateurs, etc. Et c'est vrai que toute cette réflexion et puis cette pratique de la mode éthique, elle a un coût aussi qui pèse énormément sur les structures et qui peut être parfois, j'imagine, décourageante. Je le vois avec surtout les jeunes qui se lancent. Voilà, avec un poids d'informations à donner, etc. Et souvent, il y a aussi peut-être un manque de réseau par rapport à ça qui leur facilite pas la tâche pour s'aligner sur des valeurs qu'ils portent en eux, mais qu'ils ne savent pas forcément, d'où l'intérêt, bien sûr, de votre activité, qu'ils n'ont pas forcément les canaux pour aller voir les bons acteurs, pour les aider en fait dans ces démarches-là. Donc ça, c'est important de le souligner aussi. Et du coup, vous, Glynis Makoundou, qui travaillez avec des acteurs de la mode responsable en France, face à ce constat en fait de l'échelle et de comment on fait face à des acteurs qui y a une sorte de prime au vice en fait, vu que le coût social et environnemental de la production textile n'est pas intégré. Enfin, ces externalités négatives, elles sont pas taxées, elles sont pas intégrées dans le prix final. Comment est-ce qu'on arrive d'un point de vue aussi du modèle économique, à proposer une alternative qui est celle d'un tournant social et environnemental de la production textile? Parce que ça existe, il y a des initiatives.
Alors, il y a énormément d'initiatives qui existent, oui, que ce soit sur des marques de mode classique qui en fait proposent une alternative à des produits qui vont pouvoir exister en fast fashion mais qui vont être mieux produits. Et donc là, il faut être créatif et aussi se limiter en fait et ne pas produire de nombreuses collections. Ça permet de limiter les coûts et sourcer ces matières premières peut-être à partir de stocks dormants de tissus qui sont déjà produits en fait qu'on va pas faire fabriquer exprès. Donc il y a pas mal de business models qui s'appuient sur ça, qui essayent de faire fabriquer aussi en France. Et puis après, il y a des choses encore un petit peu plus créatives qui vont essayer d'utiliser les vêtements qui sont disponibles. Donc pas seulement les rouleaux de tissu, mais les vêtements pour faire du surcyclage ou alors de la customisation ou proposer de la seconde main ou de la location de vêtements, des dépôts-ventes où on peut louer des vêtements. Donc il y a une innovation à faire au niveau du modèle économique et également des matériaux et des systèmes de commercialisation. Parfois, il y a ce fossé justement entre les créatifs qui ont des bonnes idées et l'application de leurs idées dans un système économique qu'ils ne connaissent pas vraiment. Mais effectivement, il y a pas mal d'initiatives et de groupes qui sont là pour donner de l'information. Enfin, je crois que là, on parle vraiment d'informer les créateurs, mais aussi les consommateurs. Mais justement, j'en profite pour rebondir sur cette question aussi des consommateurs, parce que vous l'avez dit, le Made in France n'est pas une garantie en fonction d'un certain chiffre d'affaires des marques et des entreprises. En tant que consommateur, comment on fait, nous, pour savoir, comment on lit une étiquette, comment faire si on est mu par une bonne volonté, qu'on a envie d'acheter un vêtement qui repose pas sur l'exploitation de peuples ou de la planète. Est-ce que vous avez un guide du bon acheteur C'est le parcours du combattant. Hein. Oui, c'est très compliqué. Alors après, ça repose en partie sur la confiance qu'on peut avoir dans certaines boutiques qui vont proposer des offres justement avec des produits éco-responsables. C'est également se tourner vers la seconde main. Sur l'offre neuf, on va avoir des labels comme B Corp, qui est un label qui garantit quand même des démarches assez poussées de l'entreprise qui produit. C'est vrai que sur le Made in France, on va avoir tout ce qui est entreprise qui peut avoir obtenu des récompenses au niveau de la production, patrimoine de la production, des choses comme ça qui peuvent quand même permettre de se dire la marque elle a des usines en France, elle fabrique en France. Alors parfois c'est pas toute la production qui est fabriquée en France, mais une grosse partie de la production qui peut être réalisée en France ou en Europe. Mais c'est vrai que c'est toujours très très compliqué. Donc ça repose sur la confiance et puis après ça repose aussi sur je pense l'éducation, mais c'est un autre problème sur l'éducation des jeunes générations. On parlait tout à l'heure des étudiants. Les étudiants en design, en mode, ils sont abreuvés en fait de ce constat de la fast fashion, donc ils comprennent, donc ils sont sensibilisés et c'est ce public-là qu'on retrouve sur la partie de consommation de seconde main, etc. Quand on est plus éloigné des études, et quand on est dans un milieu social défavorisé, c'est beaucoup plus compliqué et on a plutôt tendance à aller regarder TikTok et croire qu'en fait ce qu'on voit sur TikTok et les trends de mode où on change de vêtements, de couleurs, etc. C'est ce qu'il faut. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais pour en revenir sur le choix du vêtement, c'est vrai qu'il faut aller regarder les étiquettes, regarder où ça a été produit. C'est déjà un indicateur, même si c'est pas toujours le meilleur indicateur. Et comme on l'a vu sur le Made in France et comme le disait Glinis, c'est les dernières opérations qui peuvent être valorisées et faire du Made in France. Mais c'est déjà important. Et sur l'étiquette, on verra aussi la composition. Et la composition, elle peut aussi aider. C'est vrai qu'on peut aller regarder sur des matières plus naturelles et moins transformées ou au contraire, des matières qui sont recyclées, comme on a de plus en plus de coton recyclé ou d'autres matières recyclées et régénérées. Et justement, vous parliez du Made in France. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de produire du textile sur une échelle assez grande, entièrement en France? Je veux dire, est-ce qu'il y a des infrastructures pour ça? Est-ce qu'il y a des marques suffisamment développées qui arrivent à le faire? Et je suppose que vous devez les rechercher dans les marques que vous voulez vendre dans votre boutique. D'où viennent ces marques? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent entièrement de France?
Alors, nous, on en a quelques-unes, mais on a, en effet, aujourd'hui, en France, on a des marques qui sont assez représentatives de la production française, le slip français, 1083, le Mailleux, qui est une marque qu'on connaît peut-être pas énormément du grand public, mais qui produit beaucoup pour des grands, comme notamment le slip français, et ils viennent, en fait, ils vont filer, ils vont tisser, on va confectionner, on a encore tout ce savoir-faire en France. On a des initiatives qui se mettent aussi en place sur d'autres filières, de mélange de matières, de chanvre, on a des choses aussi qui sont un peu plus, qui sont en Italie ou en Europe, mais c'est vrai qu'on arrive à avoir des usines encore qui produisent complètement les tissages de Charlieu, qui sont pas très loin, donc on a de la production française. Vous avez parlé juste avant du profil, on va dire, socio-économique des clients de cette mode éthique. Et on a parlé aussi de la question du coût du vêtement. Comment est-ce que... il y a un enjeu de démocratisation aussi et d'accessibilité de ces achats. Comment est-ce qu'on arrive en fait à élargir le public ? Comment est-ce qu'il y a une marge de manœuvre sur les prix pour pas être trop élitiste ? Comment on ouvre ce marché à un autre, au plus grand nombre de consommateurs ? Alors je vais parler pour notre cas. Oui. Il faut savoir que ce qu'on qualifie de mode éthique et mode responsable, les distributeurs ont une marge qui est beaucoup plus faible que le système conventionnel. Donc il y a déjà cet effort qui est fait naturellement par les marques avec des points de marge qui sont un peu plus réduits. De notre côté, nous on a toujours essayé d'avoir un maximum d'offres différentes pour pouvoir avoir à la fois du jeune créateur qui du coup a des pièces qui sont un peu plus exclusives et un peu plus chères, mais on va avoir également des choses un peu plus basiques qui seront réalisées par des marques qui produisent plus, donc du coup on arrivera à baisser le prix. Donc on va avoir des t-shirts qui sont moins chers que d'autres. Mais on reste toujours sur des prix qui sont un petit peu plus élevés, et c'est vrai que nous, ça nous chagrinait un petit peu d'exclure en fait. Mais après, c'est aussi qu'il faut revoir à un moment notre manière de consommer. C'est pas en achetant 10 t-shirts dans le mois qu'on sera mieux. C'est sûr qu'on va avoir l'impression d'avoir fait des économies parce qu'on a acheté 10 t-shirts à 3 €. Mais ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est l'ultra fast fashion, c'est que le produit, il va durer 3 à 6 mois. Vous achetez un seul t-shirt à 30 €, votre t-shirt, il va durer plus longtemps. Voilà, il y a ça aussi, et c'est cette démarche de consommation à faire rentrer dans les mœurs et dans les habitudes de revenir en fait, parce qu'on revient à ce que faisaient nos grands-parents et revenir là-dessus. Et après, de notre côté, on a aussi ouvert à des collections qui étaient de la seconde main, et qui permettent en fait d'avoir des prix plus bas, et du coup avoir une clientèle qui est un peu plus limitée, avec des pièces qui sont tout aussi de bonne qualité, parce que quand on les source bien, on arrive à avoir des très beaux vêtements pas chers. Mais comment est-ce qu'on fait techniquement pour que ces imaginaires ils changent ? Ce discours, on l'entend, mais je suis pas sûr que toutes les populations l'entendent de la même façon et l'acceptent de la même façon, notamment des populations plus défavorisées. Comment, je m'adresse à tous les trois, comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer les représentations que l'on a de cette mode, et que justement des boutiques comme ça sortent peut-être un peu de cet imaginaire d'urbain et favorisé, mine de rien. Comment est-ce qu'on va toucher d'autres populations pour que ça se démocratise réellement ? Pour moi, c'est un processus qui est long, de toute façon. On ne peut pas réduire l'impact qu'a eu la fast fashion, qui est quand même issue de l'industrialisation. Donc, on est quand même dans un modèle qui a marqué les esprits. Comme on le disait, c'est l'industrialisation aussi du goût, des esprits, des manières de penser, des manières de se voir, de se vêtir. Donc ça se change pas avec simplement, je mets des guillemets à simplement, un modèle économique. C'est toute une question aussi sociale, anthropologique, qui est profonde quand même.
Donc c'est vrai que comment on fait pour réduire ce fossé quoi, entre des propositions qui vont être peut-être bienveillantes, meilleures pour la planète, etc., mais qui vont exclure aussi. Donc ça, c'est la grande question. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, quoi, c'est l'accessibilité qui est au cœur de cette question de la mode éthique. Ça se passe dans la longueur, par de l'information, par de la médiation. Ça se passe aussi dans les écoles. Les formations des étudiants sont très importantes à cet endroit-là parce que c'est eux qui vont aussi changer les perceptions. Donc beaucoup d'étudiants travaillent sur la perception du corps qui est reliée à la mode aussi pour ouvrir les imaginaires de ce que l'on peut porter. Donc c'est vraiment un projet global de société sous tous les angles et c'est pour ça que je reparle de la jeune génération. Moi j'en faisais partie aussi il y a 20 ans quand j'ai quitté l'école de La Martinière en design textile. À cette époque-là, déjà au début des années 2000, il y avait ces questions qui étaient déjà en suspens. Moi, mon projet de diplôme et mon premier projet a été sur le recyclage, le surcyclage, puisque c'était en partenariat avec Emmaüs en 2004, pour transformer en fait des objets, des peluches, donc qui est vraiment pas plus glorieux que le vêtement, la production de peluches, en organes qui étaient censés en fait être des objets de médiation entre le personnel soignant et les enfants dans les hôpitaux. Donc c'est vrai que moi, en tant que designer textile et mode, je me suis écartée de ce milieu de la mode parce que je le trouvais pas reluisant, parce que déjà il me rebutait à cette époque-là, et je pense que c'est quelque chose qui est toujours dans les esprits aujourd'hui chez les étudiants. Malgré tout, d'une manière positive, il y a aussi cette envie de s'engager par des petites actions. C'est vraiment l'image de la petite fourmi qui va faire que ça va changer petit à petit et que le marché ne pourra plus exercer autant de pression en fait sur la création et sur l'habillement. Alors, je partage totalement l'idée que chacun doit faire des efforts et que ça vient petit à petit, mais je pense que c'est pas forcément réaliste de croire que c'est uniquement les jeunes créateurs et les initiatives un petit peu d'étudiants et de la nouvelle génération qui vont pouvoir changer la donne seuls, parce qu'en fait il y a trop de barrières à l'entrée, ne serait-ce que financières ou systémiques, et finalement c'est aussi un peu l'esprit des lois qui sont créées, des réglementations à l'échelle européenne dans le pacte vert, pour en fait forcer les plus grandes entreprises à changer leur modèle économique et à proposer en fait à toutes les couches de population, toutes les classes sociales, des vêtements qui soient mieux faits, et qu'en fait ces personnes n'aient pas à se poser la question finalement de se dire est-ce que j'ai été éduquée à la mode éthique et qu'est-ce que je vais acheter, et qu'en fait elles ne trouvent en magasin que des vêtements qui sont à peu près corrects sur le point de vue environnemental et social. Donc je pense que c'est une vision globale, c'est pas du tout pour dire que tout repose sur les étudiants, c'est vraiment en fait que chaque partie de la société doit bouger. Si la loi bouge pas, c'est clair que ça va pas fonctionner. Si les jeunes générations ne bougent pas, ça va pas fonctionner. C'est vraiment un projet de société globale. Oui, je suis d'accord. Et justement, Glynis Makoundou, en France, à quelles règles est soumise la filière textile en matière de respect des normes environnementales et aussi de respect des droits humains? Je crois que le législateur il a été assez productif ces dernières années sur ces questions. Il y a eu des avancées quand même. Alors en France, oui, on a eu des avancées au niveau local, notamment en ce qui concerne la responsabilité élargie du producteur qui doit se préoccuper de ce qui va advenir de ses déchets, donc des vêtements qui deviennent des déchets ensuite, mais aussi axer ses efforts sur l'éco-conception et mettre en place un réel plan d'éco-conception des collections, mieux informer le consommateur sur les conditions de fabrication. Et puis mettre en œuvre une démarche aussi de responsabilité sociale et environnementale de manière plus globale. Donc en fait, on a une appréciation des marques au niveau de l'entreprise en général. Ce serait le label B Corp, par exemple, et les efforts qu'elle met en place pour que toute son activité économique soit plus respectueuse de l'environnement, mais également chaque produit en lui-même, qu'il y ait un travail qui soit fait à l'échelle de l'unité de produit.
Et je crois qu'il y a récemment une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée, qui est en cours de discussion aussi au Sénat, qui vise à renforcer un système de bonus-malus dans le secteur textile, justement pour tenir compte de ces coûts environnementaux de la production excessive. Exactement, oui. Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, en fait, chaque metteur en marché va payer ce qu'on appelle une éco-contribution chaque année, qui correspond au type de vêtements et au nombre de références mises sur le marché. Et en fait, cette éco-contribution, elle pourrait être modulée à la hausse pour atteindre jusqu'à 10 € pour un vêtement de fast fashion en 2030, à l'état actuel du texte. Donc, en fait, il y aurait finalement un malus pour ces vêtements de mauvaise qualité. Et vous en pensez quoi ? Alors, 2030, c'est loin, mais je pense qu'effectivement, c'est une mesure qui, en tout cas, a comme avantage de poser un marqueur fort, en fait. Mais finalement, ce prix de 10 €, on part du principe qu'il va être répercuté sur le consommateur, qui finalement voudra moins acheter ce type de vêtements, etc. Et ça, c'est un pari qui est fait. On verra si ça fonctionne vraiment ou si finalement ça va être intégré, noyé dans les coûts et on a toujours un problème d'efficacité, sachant qu'en plus, pour définir ce qu'est un produit de fast fashion à qui on applique ce malus, il faudrait déjà qu'on définisse les seuils pour qualifier la pratique de surproduction. Et là, on ne sait pas encore si c'est 1000 produits par jour, si c'est 500 produits par mois, etc. Donc, oui, c'est ce dont vous parliez. Voilà. Et de manière plus globale, en fait, on peut se demander aussi ce que peut le droit national, même européen, dans un contexte qui est ultra mondialisé. Enfin, quelle est la force de la réglementation pour vraiment changer le système ? Alors c'est vrai que la France a tendance à être un peu précurseur sur certains sujets qui ensuite sont au niveau européen régulés d'une manière similaire ou un peu différente. Par exemple, l'affichage environnemental qui est en ce moment en discussion, c'est une loi qui est franco-française pour qu'on calcule le score de l'impact en fait d'un vêtement qui soit affiché à côté du prix pour que le consommateur se dise ok, c'est 10 € mais c'est 12 000 points d'environnement. Mais ensuite, on va avoir un passeport produit digital européen avec le même type d'infos qu'il va falloir fournir, mais qui va être régulé différemment. Et les entreprises se disent, en fait, est-ce que ça vaut le coup de se mettre en conformité pour la France alors qu'il va falloir tout changer peut-être dans quelques mois pour correspondre aux législations européennes. Donc, effectivement, c'est aussi un sujet pour les entreprises d'efficacité pour prendre en compte toutes ces lois. Mais plus c'est global, mieux c'est. Et donc, j'aurais tendance à dire que une régulation à l'échelle européenne a plus de chances d'être efficace à long terme, en tout cas. Et on peut se poser également la question de savoir si l'ensemble de ces législations, elles fonctionnent. Par exemple, moi, je prends l'exemple des invendus. Il y a une législation là-dessus. Est-ce que ça permet réellement de réduire la surproduction ? Oui, pardon. Non, mais chacun votre tour. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, cette loi sur les invendus, pour l'instant, on parlait en fait du projet de loi qui va arriver sur 2030. C'est bien évidemment trop tard, moi, je trouve, c'est trop loin. Et en fait, aujourd'hui, ça n'incite pas à moins produire. Et pour preuve, nous, on a un partenariat avec une entreprise d'insertion qui collecte du vêtement. Et depuis, en fait... Alors, juste, pardon, pour nos auditeurs, peut-être rappeler en quoi consiste cette loi sur les invendus. Alors, c'est qu'en fait, il y a une interdiction de destruction et du coup, il faut en fait pouvoir revaloriser ces produits. Donc, en fait, c'est des produits qui sont souvent de moins bonne qualité. Je ne vais pas dire de mauvaise qualité, mais de moins bonne qualité et qui vont venir en fait inonder en fait ces entreprises d'insertion qui se retrouvent avec des stocks d'invendus. Hein. C'est ni plus ni moins des stocks d'invendus. Donc, s'ils sont invendus, c'est peut-être qu'ils sont pas plus haut à la clientèle. Donc est-ce qu'ils auront une vie en seconde main ? C'est moins sûr. Et surtout, ce que je trouve un petit peu hypocrite, donc je ne citerai pas de nom de la marque, mais c'est que cette marque demande en fait à l'entreprise d'insertion d'arracher les étiquettes ou les enlève elle-même avant, ce qui fait que le produit il arrive sur une boutique de seconde main avec une étiquette qui est déchirée, pas très très appétissante, et on se demande si le vêtement est vraiment de bonne qualité au final. Donc je trouve qu'il y a des fois une certaine hypocrisie au niveau des gros producteurs qui est pas toujours très 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 bonne. Par contre, en effet, quand on parle des contributions, on a en fait une écotaxe qui a permis de mettre en place via Refashion
l'organisme l'éco-organisme qui va gérer cette écotaxe, qui a permis en fait de mettre en place le bonus réparation. Et là, on est en fait au cœur du sujet aussi de la revalorisation du textile et d'inciter les gens à mieux consommer en donnant une seconde vie à leurs vêtements. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Il faut être labellisé Paris Fashion, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Glynis Makoundou, Roxane Andrès, vous vouliez réagir ? Non, moi, toujours à petite échelle, parce que c'est les échelles qui m'intéressent. Il y a aussi pas mal de mouvements de solidarité autour d'ateliers, de réparation. Alors clairement, on ne va pas changer le monde avec ça. Mais voilà, il y a aussi tout un changement de paradigme qui devrait avoir lieu, voir le jour par rapport à ces catastrophes environnementales et sociales. Après, voilà, ce sont des initiatives qui sont à des petites échelles, qui sont territoriales. Mais je pense que c'est vrai que c'est un modèle qui peut être assez inspirant. Il y a pas mal d'écoles qui se tournent aussi vers des questions de territoire en design, de plus penser global, ni même national, mais territorial, local, pour pouvoir faire ressortir des savoir-faire, avoir une logique, une intelligence collective au niveau d'un réseau très très localisé, et puis de développer des solidarités autour de pratiques soit ancestrales effectivement, soit de simplement retrouver le geste de la réparation, de comment on prend soin justement de nos vêtements, on les fait durer. Actuellement, je travaille sur la question de la teinture, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui est assez catastrophique. Pour moi qui suis une amoureuse de la couleur, ça me fait beaucoup de ça me fait beaucoup de peine en fait de voir que la couleur est un polluant, enfin voilà, la couleur artificielle, industrialisée, qui génère beaucoup de pollution. Donc voilà, c'est une grande question. Je travaille autour de comment on va générer en fait de la couleur qui ait moins d'impact. Les colorations végétales bien sûr, autour du bleu de Lectoure par exemple qui est vers Toulouse, avec qui j'entame une collaboration de recherche sur ces questions-là. Comment on accepte aussi une couleur qui passe, mais qui est toujours acceptable dans notre valeur d'estime en fait, hein, simplement voilà, on l'accepte pour nos jeans, pourquoi ne pas accepter en fait la vie des couleurs et de valoriser ces couleurs plus naturelles. Donc voilà, c'est toujours après une question de coût, de marché, etc. Mais c'est des réflexions qui se mettent pas mal en place, d'aller revoir des modèles effectivement du passé. Glynis Makoundou, vous vouliez réagir aussi ? Sur l'interdiction de destruction des invendus, simplement le fait qu'elle va aussi être élargie au niveau européen dans les mois à venir, et que finalement elle a pour avantage d'ouvrir tout un écosystème de start-up notamment qui se crée, qui cherchent des solutions pour revaloriser ces invendus de manière différente, donc soit avec des dons mais aussi avec du réemploi, et pour travailler en dernier lieu du recyclage. Donc finalement ça ouvre aussi la porte à des nouveaux possibles dans l'industrie. Et toujours sur cette question des invendus, on lit parfois des critiques qui parlent d'un effet d'appel d'air de cette législation qui offre en fait une ouverture à une sorte de marché secondaire, en gros, qui permettrait de continuer à surproduire, parce que de toute façon, on sait qu'il y a en bout de course cette possibilité de faire passer sur ce marché de la seconde main des produits qui sont en plus pas nécessairement de bonne qualité ni de bonne facture. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, ou ça vous semble plus anecdotique ? Je ne saurais pas dire si finalement cette législation qui interdit la destruction des invendus crée ce phénomène. En fait, je pense que les entreprises qui sont déterminées à surproduire et à faire toujours plus de profits cherchent à contourner la législation, mais si ce n'était pas celle-ci, ce serait aussi une autre. On peut toujours trouver une parade, et c'est vrai que c'est dommage qu'en fait la réponse à cette interdiction, ce ne soit pas toujours l'éco-conception, mais plutôt comment on fait quand c'est déjà là. Donc ça n'a peut-être pas l'effet escompté, effectivement. Nicolas ? Après, moi, j'allais dire, c'était peut-être vu comme une contrainte par ces entreprises-là,
Mais justement, il y a un nouveau marché qui s'est ouvert. Donc, en fait, au final, c'est aussi une opportunité. Donc, moi, je ne saurais pas qualifier ça de si mauvais que ça, entre guillemets. Alors, c'est sûr que ça ne vient pas attaquer à la racine le problème de la surproduction. Mais du coup, c'est vrai que moi, déjà, je pars du principe que détruire quelque chose qui n'a jamais été utilisé, moi, ça me déchire le cœur. Donc, mais voilà, c'est vrai que là, c'est au moins une solution. Mais elle est pas forcément optimum, mais c'est une solution. Justement, Nicolas, vous gardez le micro parce que sur cette question de la seconde main, vous avez mis en place au sein des Curieux un espace de seconde vie du vêtement grâce à un partenariat avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, en fait, c'est une rencontre avec le foyer. On y allait en fait pour faire plutôt de la sensibilisation justement aux matières naturelles, à la fast fashion. Et puis du coup, on est reparti avec un très joli partenariat où en fait on tisse du lien avec le foyer. En fait, on est point de collecte. Donc tout à chacun peut venir déposer des vêtements qui vont repartir dans la chaîne de tri et qui seront soit valorisés, soit revendus dans les bric-à-brac. On a mis en fait en place aussi une ligne de tri très spécifique pour nous, parce qu'on propose on seconde main que du made in France ou des produits éco-conçus. Donc on est dans la niche de la niche au niveau de la recherche de la seconde main. On a également travaillé sur la mise en place de la revalorisation des tissus, parce qu'il y a beaucoup de tissus aussi qui sont apportés au foyer Notre-Dame via notre mercerie en ligne qui est devenue et qui a aussi maintenant un corner en boutique. Et depuis l'année dernière, on a passé 100% de nos ateliers DIY, donc nos ateliers créatifs, en couture upcyclée. Donc, alors, est-ce que vous pouvez traduire pour les non-sachants ? Alors, déjà, atelier créatif, DIY, c'est do it yourself, c'est ce que je fais moi-même. Donc, on accompagne les clients pour la réalisation d'objets en les sensibilisant, justement à l'éco-conception. Et du coup, on propose en fait du surcyclage, c'est-à-dire qu'on va prendre des pièces de vêtements qui sont abîmées, qui sont normalement destinées à être jetées, détruites, et on va venir prélever des parties de ce vêtement pour pouvoir créer des objets comme un sac à banane, un bob réversible, d'autres accessoires qu'on réalise pendant ces ateliers-là. Ou même d'un t-shirt, on va le transformer en une éponge, ce qu'on appelle un tawashi, en fait, qui est une petite éponge japonaise en tricot. Donc c'est des choses qui sont à la fois ludiques, parce que la personne va passer du temps à créer et elle sera contente d'avoir créé quelque chose, et elle va se rendre compte qu'elle crée un objet neuf avec quelque chose qui en fait était destiné à être détruit. Donc c'est vraiment cette démarche-là, et on pousse de plus en plus loin notre partenariat avec le foyer Notre-Dame en réalisant des petits événements autour de la seconde main sur des thématiques. On va avoir dans quelques temps une thématique autour du lin, donc on n'aura que de la seconde main fabriquée en lin. Dans pas très longtemps, on aura quelque chose autour des super-héros et des personnages Disney. Donc, et on pourra, pendant ce petit pop-up, réaliser aussi de la réparation, ce qu'on appelle souvent du visible mending, en fait, de la réparation en fait visible, où on va venir prendre des parties d'anciens vêtements abîmés pour venir réparer un autre vêtement. J'imagine, Roxane, que ça fait écho aussi à des initiatives auxquelles vous êtes sensible, parce qu'on sent qu'il y a tout un champ créatif très riche là-dedans. Donc on connaît bien le recyclage, mais ces nouveaux termes que je vous ai demandé de définir, de surcyclage, vous, ça renvoie aussi à des champs de recherche du côté du design ? Oui, la réparabilité du monde, quoi. Dans le champ du design, toujours pareil, les jeunes générations ont ce poids quand même. Pour certains, c'est un poids. Pour d'autres, c'est un vrai défi. Mais effectivement, ce que tu dis, ça nous parle. Les jeunes designers sont dans ces actions-là, participent, essaient de mettre en place aussi
des dispositifs, parce que le design, bien sûr, a beaucoup changé ces dernières années, comme toute la société, et il y a un rôle de médiation qui est en train de se mettre en place, qui est assez fort. Donc, comment un designer textile va organiser en fait une médiation autour d'une pratique pour fédérer, pour transmettre, pour faire passer un message et initier des pratiques justement du DIY. Do it yourself, voilà, pour le dire en entier. Et donc oui, on est sensible en tant que designer à toutes ces choses-là. C'est vraiment la société du prendre soin, enfin comment on répare, comment on prend soin de ces objets qui sont délaissés. Si je peux me permettre, je fais juste une petite analogie avec quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle le kintsugi, qui est une technique japonaise de réparation des céramiques. Et moi, je l'associe énormément dans ma pratique professionnelle, du moins aujourd'hui en boutique, à ça. C'est se réparer en réparant les objets. Et en fait, c'est un petit peu la démarche qu'on a entamée, nous, dans nos ateliers. C'est, alors, je dirais pas que c'est réparer la société, réparer loin, mais ça y contribue. Moi, en tout cas, j'ai cette image-là quand je fais au quotidien. Je m'extasie de pouvoir trouver des nouveaux objets en disant ah là là, on va pouvoir faire ça grâce à, je sais pas, un vieux jean et c'est cette démarche-là. Mais c'est vrai que c'est même au-delà de l'acte d'avoir juste posé une pièce sur son vêtement, c'est aussi toute une philosophie et tout un changement de perception justement. Kintsugi, il y a aussi la technique du boro, qui est aussi japonaise, qui est de la réparation, justement. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du bleu, du coup, en ce moment. Et au Japon, c'est vrai qu'il y a aussi cette technique ancestrale de réparer le bleu, les vêtements bleus teints à l'indigo, par des pièces toujours nouvelles. Et ça fait des pièces qui varient en nuances et en épaisseur et qui devient... Enfin, boro, ça veut dire guenille. Hein, donc, il y a aussi toute cet amour et cette contemplation de la chose usée, de la chose qui vit, de la chose qui a une histoire. Mais, pardon Lou, tous ces vêtements que vous utilisez, enfin que vous essayez d'upcycler, d'où est-ce qu'ils viennent? Parce qu'on voit dans les villes partout fleurir des bornes de récupération, des points relais, des vêtements usagés. Est-ce que ces bornes-là, par exemple, c'est une bonne nouvelle et que deviennent tous les vêtements qui sont déposés? Alors, tout dépend, en fait... alors, c'est là que je reviens sur Refashion, hein, qui est l'éco-organisme, et tout dépend, en fait, du point d'apport volontaire et comment, en fait, le recycleur va gérer son déchet. Donc, on a des centres de tri en interne qui sont bien structurés, et on a d'autres, en fait, qui font juste de la collecte, et malheureusement, comme on a pu le voir dernièrement, ça part à l'étranger, et ça fait que dans certains pays, soit d'Afrique, soit d'Amérique latine, on se retrouve submergé de nos vêtements européens où ils ne savent pas quoi en faire. Mais on a des opérateurs qui arrivent en fait à trouver des solutions techniques. Hein. Encore une fois, on parlait de design tout à l'heure. On a des solutions d'isolation, de briques, de décoration qui sont faites grâce à en fait du déchet qui est broyé. Et oui, nos vêtements là qu'on utilise pour nos ateliers proviennent en fait ni plus ni moins du centre de tri avec qui on travaille, donc du foyer Notre-Dame. Et c'est des produits qu'on écarte en fait de la destruction. Donc on les détruit d'une autre manière, mais en les réemployant en fait. Est-ce que vous vouliez réagir? Non, mais c'est vrai que le marché de la fripe, enfin voilà, il y a aussi des choses à dire. Hein. Enfin, tout n'est pas tout rose, quoi. Il y a des milliards de tonnes de textiles qui partent dans des pays, effectivement. Il y a aussi des phénomènes de reconfection, de copie en fait, hein, du faux vintage qui ralimente certaines friperies. Voilà, donc il y a aussi, voilà, ça dépend de l'éthique des personnes qui sont en charge de leur structure et des projets, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont aussi un petit peu ambiguës de ce côté-là.
Et dans ce mouvement-là, de la seconde main, est-ce que la seconde main peut participer en fait à cette révolution de la mode? Y a aussi cet acteur qui est incontournable aujourd'hui, qui est Vinted. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire deux mots sur les enjeux, et les perspectives autant que les écueils en fait de cette vente en ligne. Peut-être vous, Glynis? Alors la seconde main, c'est un marché qui est en train d'exploser, donc aujourd'hui, et qui a du coup ce corollaire de surconsommation qui finalement encore ne règle pas le problème à la base, puisque si on peut se permettre de s'acheter plus de vêtements parce que justement ils sont moins chers, et on continue à avoir le même comportement de consommation, mais dans un cadre différent. Et en plus, si c'est sur des applications en ligne, Vinted ou autres, on a aussi tout un enjeu logistique et de coût environnemental de la transaction en elle-même. Donc finalement, on propose une alternative, mais il faut quand même le faire en conscience en fait, en tant que consommateur. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec Glynis. C'est qu'il faut consommer en conscience, et c'est vrai que c'est une alternative qui peut avoir malheureusement ses dérives. On a une tendance en fait à avoir de plus en plus de produits seconde main. C'est très très bien, parce que du coup ça veut dire qu'on a un usage, mais et le produit a plusieurs vies. Mais je pense qu'il faut se poser la question de la réparabilité et surtout de la manière de consommer. C'est avant toute chose ça, parce que toute pratique aura une certaine dérive, et il faut reconsidérer nos schémas. Mais justement, depuis le début de cette émission, on oppose un peu deux systèmes. D'un côté, la fast fashion, surconsommation, surproduction, pollution. De l'autre côté, un modèle plus vertueux, une mode éthique et durable, que vous incarnez du coup, Nicolas. La question que je me pose, c'est celle du modèle économique. Parce que finalement, dans les deux cas, si vous ne vendez pas de vêtements, vous ne vivez pas. Donc, quand même, votre modèle économique est basé sur la vente. Comment est-ce qu'on fait pour se prémunir en fait, de ne pas tomber dans ce cercle, de pas retomber dans ce cercle vicieux de la surconsommation? C'est compliqué. Non, c'est très compliqué, parce que au quotidien, si on veut être séduisant, il faut qu'on emprunte aussi les codes de la fast fashion, malheureusement. Donc, ce que je décriais, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Après, nous, on a un projet qui est coopératif. Donc, déjà, on a une vision de l'économie qui est différente. Nos coopérateurs, qui sont des clients, des marques partenaires ou des personnes qui viennent faire des ateliers chez nous, ils n'ont pas investi pour avoir des dividendes. Donc déjà, on a cette démarche qui est un peu différente. On est dans une conception aussi différente de la consommation et de la manière de vivre. Après, on est conscient aussi qu'on est là pour apporter du service, et on est revenu peut-être à une notion de commerçant plus ancienne, où on apporte du service au quotidien. Donc en fait, on a de la réparation chez nous. On est labellisé Refashion, donc vous pouvez venir et bénéficier du bonus réparation chez nous. On s'est donc positionné sur de la seconde main pour avoir des prix un peu plus intéressants. Et là, en fait, on est en pleine réflexion sur d'autres manières de consommer, comme par exemple mettre en place une garantie de reprise sur la seconde main, où vous payez un tout petit peu plus cher votre article de seconde main, mais derrière vous avez une assurance qu'on viendra vous le reprendre s'il est toujours portable et réutilisable, et qu'on viendra le remettre dans les rayons, et qu'on vous le reprendra à une valeur qui sera fixée dès le départ. Glynis Makoundou, vous qui conseillez des acteurs de la mode durable sur cette question du modèle économique? Oui, en fait, on va continuer à acheter des vêtements, puisqu'on parle de produits dont on a besoin au quotidien. Donc, effectivement, il faut continuer d'en vendre, mais il faut les vendre différemment. Et les porteurs de projets que je conseille aujourd'hui, leur modèle économique, soit il est basé sur moins de quantité, avec une meilleure communication et des vêtements de meilleure qualité, ou alors sur l'utilisation de matières qui existent déjà. Et en fait, ils ménagent leurs finances comme finalement
l'environnement en faisant des collections plus restreintes notamment. Un point sur lequel je dois souvent sensibiliser en revanche et dont je tenais à parler ce soir, c'est celui de la propriété intellectuelle, parce qu'on parle beaucoup de surcyclage et donc on va voir des chemises de marque qui portent encore un logo coupé en deux pour faire un haut et un bas. Bon, ça peut paraître être une idée sympa et justement, ça va plaire et on va en vendre, c'est certain. Sauf qu'en fait, on utilise des signes protégés par des droits de propriété intellectuelle qui n'appartiennent pas aux créateurs de la marque surcyclée. Donc, mettre en avant, finalement, c'est aussi un écueil de mettre en avant les enjeux environnementaux, d'éviter le gaspillage, etc., pour mettre en place des modèles économiques qui, finalement, ne sont pas basés sur la créativité, l'ingéniosité de l'entrepreneur, mais sur la réputation d'une marque qui s'est construite sur des modèles délétères contre lesquels on essaie de lutter. Donc, voilà, aussi une dérive côté entrepreneuriat à pas négliger. Nicolas Asbot-Martyr, les curieux, ça fait pas tout à fait 10 ans, mais ça fera bientôt 10 ans. Donc vous avez ce pas de temps. Est-ce que vous avez vu une évolution ? Donc on a parlé beaucoup des imaginaires. Est-ce que vous avez vu une évolution de la clientèle, une sensibilité plus grande ? Est-ce que vous sentez que votre projet aussi, peut-être, il a évolué au cours de ces 10 dernières années ? Je peux vous le donner par 2 exemples. Déjà, notre nom, on s'appelle Les Curieux parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on était curieux, mais pas que cela, on était aussi un regroupement un peu atypique. Mais c'est vrai que quand on a monté notre projet, la partie vraiment revendicatrice, éco-responsable, coton bio, était pas à la mode. Et on l'avait vécu sur nos projets antérieurs, parce qu'on est le regroupement de plusieurs projets, et on avait des noms précédents qui étaient assez typés. On a Modéco, Origine, ça donnait tout de suite l'image de ce qu'on proposait. Et on était arrivé à un moment où il fallait sortir de ces valeurs-là, et c'était notre ADN, mais il ne fallait pas les afficher. Et aujourd'hui, dès que je parle de communication, on me dit que je le dis pas assez, qu'on est éco-responsable, qu'on fait ci, qu'on fait ça, qu'on est engagé sur de la seconde main. Et c'est vrai qu'on a changé ce paradigme. Et du coup, on est arrivé maintenant à mieux communiquer et on l'affiche sur nos vitrines, alors qu'on ne l'affichait plus depuis quasiment 10 ans. Donc ça, c'est déjà ce premier aspect. Au niveau de la consommation des clients, on a vu aussi changer les habitudes de consommation. On a aussi un effet de mode un petit peu dans la partie mode éthique. C'est qu'à un moment, on a eu une très grosse vague de véganisme. Et du coup, les clients qui franchissaient le pas de notre porte, on était mode éthique, donc on n'avait que des produits véganes. Donc on ne pouvait pas avoir de produits en cuir. C'était inconcevable. Et on a même eu des fois des rapports avec certains clients qui étaient choqués qu'on ait en fait des produits. Et après, c'est tout un travail de pédagogie. Nous, on n'a jamais prétendu avoir la solution, mais on propose des solutions différentes pour différents parcours de vie, différentes envies de consommation responsable. Et il faut se dire aussi, par exemple, que le véganisme, très souvent, vous prenez des matières qui sont synthétiques. Donc, sont fabriquées à base de pétrole ou qui peuvent du coup être produites un peu plus loin. Et voilà. Donc, il y a aussi toute cette économie, toute cette réflexion qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, après le Covid, on est arrivé sur une consommation un peu plus locale où les clients recherchaient du Made in France ou du Made in Europe. Et depuis, on va dire, un peu plus d'1 an et demi, 2 ans, l'effet Covid est toujours là. On a toujours cette recherche de Made in France, mais on a plus d'envie de surcyclage, de matières recyclées. Et c'est plus prégnant dans l'habitude et la demande des clients, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. En tout cas, c'est trois pistes très intéressantes et une belle manière de conclure. Donc, sur le local, sur la mode éthique à la mode. Donc, je vous remercie beaucoup, Nicolas Asbot-Martyr, Glynis Makoundou et Roxane Andrès. Merci de votre présence ce soir. Et à bientôt à toutes et à tous sur Radio Anthropocène. Florian, tu veux conclure ? Je peux conclure, non, mais juste que vous pouvez toutes et toutes retrouver
cette émission en podcast sur toutes les plateformes dès demain et sur notre site internet radio-anthropocène.fr. Merci beaucoup Lou, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci. Bonne soirée, merci à Lucas à la technique. À bientôt sur Radio Anthropocène. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.